en collaboration avec notre ami le professeur agrégé Amin Qlahi. À toi, Anis. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens à remercier à mon tour le comité d'organisation de cette journée de sport pour m'avoir donné l'opportunité de parler du genou chez la sportive. En fait, quand on m'avait proposé le thème, j'ai pas trop réfléchi, j'ai accepté le thème, mais après, pour préparer quelque chose, c'est simple et c'est compliqué. Trouver les spécificités du genou de la femme par rapport aux sportifs de façon générale, bon, c'est pas très facile et il faut vraiment essayer de piocher un petit peu dans la littérature pour essayer de trouver quelles sont les particularités, s'il y en a, qui concernent donc le genou de la femme sportive. Alors, ça a été déjà dit le matin, la participation des athlètes féminines est de plus en plus importante. Ça a été dit déjà qu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, c'était la moitié des participants étaient donc de sexe féminin. Et qu'il y a derrière ça quand même malgré qu'il y a des insuffisances à propos desquelles on avait parlé lors de la table ronde du matin, que quand même il y a un certain progrès politique, il y a un changement culturel qui est en train de se voir et des initiatives communautaires qui est dynamiques vers la poussée de la participation féminine dans les activités sportives. Également, de façon générale, au sein des organismes, voilà un petit peu, on voit bien ici qu'il y a une progression de la présence de la femme au sein des organismes internationaux qui s'occupent de l'activité sportive et qui atteint plus que 30% par rapport au fur et à mesure des années. Il n'y a pas beaucoup de particularités concernant les étiologies directes des traumatismes ou même indirectes, c'est-à-dire le genou reste une articulation très exposée, la plus exposée au niveau du membre inférieur, qui est vraiment très vulnérable lors des mouvements connus exécutés dans les sports pivot au contact, où on a le mouvement de rotation, de changement de direction brutaux, plus ou moins avec plus ou moins un déséquilibre de tout le corps, de la posture du corps. Et ce qui un petit peu nous mène à essayer de parler de façon rapide de certaines spécificités anatomiques du genou de la femme, de voir s'il y en a des nouveautés concernant donc les avancées récentes en matière de prévention, de diagnostic, de traitement et des perspectives envisagées en termes de médecine de sport et de médecine physique. Alors, les facteurs de vulnérabilité spécifiques intriqués chez la femme sportive, vulnérabilité non pas par rapport donc à l'homme, c'est pas la comparaison, mais qui est spécifique à la femme. Il y a les caractéristiques anatomiques, quand même la laxité musculo-tendineuse et ligamentaire, la posture, la vitesse de mouvement, etc. Ça représente des spécificités de la femme par rapport à l'homme de façon générale. Puis ça a été dit maintes fois le facteur hormonal qui est assez déterminant parce qu'il va agir sur la nature elle-même et les caractéristiques biomécaniques du système musculo-tendineux. Le côté neuromusculaire, avec quand même un déséquilibre de force et de coordination qui serait un peu plus fréquent chez la femme que l'homme.
Et puis le côté psychosocial qui est vraiment très très important parce que l'athlète féminine quand même, elle est sujette à dépression, elle est sujette à des rivalités, il y a l'obligation de résultat, tout comme l'athlète masculin. Et puis la gestion de la douleur, l'appréciation ou l'expression de la douleur n'est pas nécessairement la même que pour l'athlète masculin. Et puis la reprise du sport également, le délai, la façon, la volonté, le risque d'arrêt prématuré, comme ça a été noté par notre ami Walid Ouannès. Donc ça diffère un petit peu par rapport aux sportifs de sexe masculin. Puis la morphologie osseuse. La femme, on le sait bien, a un bassin plus large, avec un angle cul augmenté, le valgus du genou il est plus important. Ça entraîne une augmentation de contrainte au niveau de l'articulation fémoro-patellaire du côté latéral. On le connaît bien, on connaît bien cette notion-là, qui rentre dans la physiopathologie du syndrome rotulien et dans l'instabilité rotulienne. Et si on va associer ça à l'hyperlaxité ligamentaire et musculo-tendineuse, on va avoir les subluxations et peut-être la luxation qui est plus fréquente chez la femme. D'un autre côté, le valgus physiologique du genou lui-même, il est très prononcé avec donc automatiquement une rotation tibiale qui est de plus en plus importante chez la femme. Donc la tétia qui est déportée en latéral et puis la force qui va un petit peu ramener la rotule en subluxation, elle est plus importante et la contrainte sur l'articulation fémoro-patellaire latérale est plus importante. Et puis la dysplasie trochléenne également, qui serait plus fréquente chez la femme et qui peut être appréciée en radiographie en mesurant l'ouverture de cette gorge trochléenne par l'angle sulcus qui est pathologique supérieur quand elle est supérieure à 145 degrés. Et puis la distance tuberositibiale et gorge trochléenne qui serait pathologique quand elle est supérieure à 20 mm. Puis le facteur qui est vraiment qui sort le plus, c'est bien sûr les facteurs hormonaux. Le facteur hormonal est assez intriqué dans l'augmentation de l'incidence de la rupture du ligament croisé. On sait bien que la femme, elle est imprégnée plutôt en estrogène, l'homme en testostérone, mais on voit bien que l'homme, il a un pic de testostérone plus précoce, mais le taux va être relativement maintenu d'une façon un peu plus prolongée que la femme pour l'estrogène. Donc il y a cette chute-là qui est très rapide et qui peut bouleverser un petit peu la structure musculo-tendineuse. Au cours de la croissance, on sait bien que la poussée de croissance chez la fille est plus précoce que chez l'homme. Il y a des gens qui expliqueraient la conséquence, c'est que le corps de la femme est obligé d'être souple et laxe afin de contenir ou d'accomplir cette poussée de croissance importante. Alors que chez le garçon, cette poussée met un peu plus de temps, donc il n'a pas besoin d'être assez laxe pour supporter ou contenir cette poussée-là. Et ce qui donne sur le plan performance, même performance sportive, c'est que, par exemple, les sujets de sexe masculin s'adaptent plus en post-pubertaire par rapport au pré-pubertaire que le sexe féminin, et ceci pour la force et pour la compléance. Et ça, c'est très, très important. Ça peut constituer un facteur qui fait un petit peu de différence au niveau de cet âge-là entre la femme et l'homme. La contraception hormonale, il y a certaines études qui un petit peu poussent vers la contraception pour essayer de diminuer cet effet-là qui serait négatif pour la performance, mais les résultats ne sont pas très évidents. Alors, le cycle hormonal, la ménopause, et l'impact sur le système musculo-squelettique et les performances de la femme, c'est connu. Ça va
ça risque d'entraîner des pathologies dégénératives. On sait bien que déjà la chute hormonale met la femme en risque de développer une arthrose de façon plus précoce que le sujet masculin en dehors du sport. Si on va associer le sport, ça va être multiplié, puisque déjà les sportifs, on sait bien qu'ils ont plus d'incidence de gonarthrose, par exemple, que les gens qui ne sont pas sportifs, surtout au niveau du haut niveau. Et comme j'ai dit, l'hormonothérapie reste débattable jusqu'à maintenant. Puis le facteur neuromusculaire, le fameux contrôle neuromusculaire, le fait d'adopter des stratégies d'équilibration lors des mouvements, lors des bascules, etc. La coordination au niveau du complexe lombo-pelvé-fémoral qui est fondamental pour l'équilibre du genou. Il y a quand même quelques spécificités. Tout d'abord, la dominance du quadriceps. Ce quadriceps serait plus dominant chez la femme que chez l'homme par rapport aux ischio-jambiers. Ça pourrait expliquer l'incidence élevée du ligament croisé antérieur. Le faible recrutement des ischio-jambiers et des fessiers, donc le frein postérieur, il n'est pas aussi performant, peut-être n'est pas aussi vigilant. Et puis, le temps de réaction neuromusculaire qui est relativement ralenti chez la sportive donc de sexe féminin par rapport à l'homme. Tous ces éléments-là peuvent expliquer un petit peu l'incidence élevée de quelques problèmes ou blessures sportives. Également, le rôle du contrôle du tronc et de la hanche. On sait bien que le déficit de contrôle de la hanche, le déficit de contrôle du tronc rentre un petit peu dans le geste sportif, dans la perfection du geste sportif, le tacle, le tir, le changement de direction, la réception de la suspension pour les handballeurs, pour les volleyeurs, etc. Et c'est très très important et ça a un impact important sur la cinématique du genou et le risque de blessure de ligaments croisés et des autres ligaments périarticulaires, en plus de l'augmentation physiologique du valgus dynamique chez la femme. Alors, les facteurs psychosociaux. Et il y a souvent une tendance un petit peu à sous-estimer ces facteurs-là, qui sont très très importants, qui peuvent être dus à une chose qui est commune à tous les sportifs, qu'ils soient des femmes ou des hommes, c'est le surentraînement, l'entraînement inadapté à l'âge, inadapté à la période de la saison, ne pas donner un temps suffisant pour récupérer, ça c'est commun à tous les sportifs. Puis la pression de performance et de reprise précoce également. C'est très très important comme facteur. Peut-être également que les femmes présenteraient une susceptibilité plus importante au stress par rapport aux résultats que les hommes. La réception et la gestion de la douleur, la perception, excusez-moi, et la gestion de la douleur. Également, de toute façon, la douleur n'est pas perçue par les individus de façon égale, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Et paraît-il, la femme ne va pas percevoir et exprimer sa douleur ou sa souffrance physique ou peut-être psychologique que peut le faire le sportif de sexe masculin qui un petit peu pourrait rentrer dans les mécanismes expliquant la survenue de certaines blessures. Alors, les pathologies les plus fréquentes, bien sûr, la rupture du ligament croisé, le syndrome fémoro-patellaire, les tendinopathies péri-genoux et les lésions méniscales et l'arthrose post-traumatique. Alors, la rupture du ligament croisé a une incidence 2 à 8 fois plus élevée chez la femme par rapport à l'homme, et avec une prévalence un petit peu, une incidence plutôt de 2 blessures pour 10 000 heures de jeu. Elle est un peu plus importante chez la femme. Et bien sûr, comme pour l'homme, les sports pivot contact restent les plus pourvoyeurs de cette lésion-là. Alors, les mécanismes, soit le mécanisme le plus fréquent, donc pivot sans contact, avec le fameux valgus, flexion, rotation externe ou interne, et puis la rotation tibiale interne, qui met en tension le ligament croisé à son maximum. Et la combinaison de ces éléments-là, de ces mouvements-là, se voit essentiellement dans le changement de direction, où on a le plus fréquent la lésion du ligament croisé antérieur, l'incidence la plus fréquente
à ce moment-là. Les facteurs de risque intrinsèques de la rupture du LCA. Les facteurs anatomiques, donc le genou valgum, les parallaxités ligamentaires, les encoches intercondylaines qui peut être étroites et les pentes tibiales postérieures qui est accrue. Il y a le côté hormonal, comme on l'a déjà dit, surtout la phase pré-ovulatoire. Puis le côté neuromusculaire, le contrôle, c'est-à-dire neuromusculaire, le contrôle du genou, constitue donc des éléments ou des facteurs de risque de lésion du ligament croisé. Alors, pour la prévention du ligament croisé, il faut des programmes validés. Hein. Il y a des programmes validés comme le PEP, le Prevent Injury qui un petit peu va améliorer les performances. Et puis le FIFA 11+, ce sont des programmes qui ont démontré leur efficacité dans la réduction du risque de lésion du LCA, à peu près de 50%. Donc, il est on doit obliger un petit peu les équipes à adopter ces programmes-là préventifs. Les composantes clés, c'est la proprioception, la force des ischio-jambiers et le contrôle du tronc. Vous voyez que ces trois composantes sont primordiales et dans peut-être programme de rééducatif classique, on peut passer à côté au moins de l'un de ces éléments-là, notamment le contrôle du tronc. La chirurgie du ligament croisé peut poser quelques défis et des options, avec quelques options thérapeutiques un peu spécifiques. Le défi anatomique, c'est le positionnement précis du tunnel fémoro et tibiaux. Il peut avoir des tunnels étroits et le respect de l'anatomie native du ligament qui est un petit peu plus différente chez la femme que chez l'homme. Le choix du greffon, notamment le tendon ischio-jambier, et le tendon quadricipital qui aurait de bons résultats par rapport au tendon rotulien. Le taux de rupture du ligament croisé serait plus élevé chez la femme, ce qui pourrait peut-être expliquer le taux élevé un petit peu de non-reprise du sport, surtout au même niveau chez la femme. Ça peut être dû au côté biomécanique, à l'hyperlexité et aux problèmes de contrôle neuromusculaire. À long terme, les récidives sont relativement fréquentes par rapport aux sportifs de sexe masculin et ça peut être dû à une reprise trop précoce, à une rééducation incomplète ou une persistance des facteurs de risque initiaux qui n'ont pas été jugulés. La rééducation neuromusculaire doit garder et doit être toujours considérée en premier lieu et de façon très très importante. La proprioception avancée, le contrôle moteur, l'apprentissage des schémas de mouvement spécifiques au sport, ça va de soi pour les femmes ou les hommes. L'objectif terminal, c'est de restaurer la stabilité dynamique du genou et minimiser les risques de nouvelles blessures. Le syndrome rotulien, c'est comprendre la douleur. C'est assez fréquent chez la femme. La douleur toujours souvent antérieure, exagérée par la flexion, la montée et descente des escaliers, le signe de tabouret, se lever d'une position d'accropi ou assise. Et puis, ça peut être aggravé par la dysplasie de la trochlée, par une hyperlaxité ligamentaire. Le renforcement, entre guillemets, pour le syndrome rotulien, doit comporter obligatoirement le renforcement du moyen fessier et le renforcement du rotateur externe de hanche. Il y a plusieurs auteurs qui disent que je demande un renforcement du moyen fessier, abducteur de hanche, rotateur externe de hanche. Si vous n'arrivez pas à renforcer le vaste médial, il n'y a pas de souci. C'est surtout les éléments ou les anomalies proximaux au niveau de la hanche, paraît-il, qui priment le plus. Donc, ce sont des éléments très très importants à côté de l'étirement de tenseur de fascia latérale et des rotateurs internes de hanche. Le tout, c'est pour éviter le valgus exagéré dynamique. La même chose au niveau de l'instabilité rotulienne, mais on sait bien que pour l'instabilité rotulienne, c'est très dur d'avoir un bon résultat, et surtout au niveau chez les sportifs de haut niveau. On doit renforcer plus le quadriceps vaste médial, mais généralement le résultat ne serait pas fameux. Les tendinopathie du genou, ça répond presque au même principe que les tendinopathies chez les sportifs de sexe masculin.
c'est-à-dire le renforcement du système musculo-tendineux et surtout le renforcement excentrique. On ne fait pas que de l'excentrique, on doit associer le concentrique, mais l'excentrique reste un petit peu le mode le plus important, mais pas isolément. Il faut le faire, mais avec les autres éléments. Et puis, il faut un petit peu essayer de diminuer ou de rectifier les facteurs aggravants, la surcharge au niveau de la technique d'entraînement, la charge horaire d'entraînement, l'intensité, le problème technique d'utilisation, donc que ce soit de raquettes, tacle, tir, etc., suspension, la faiblesse musculaire et l'équipement, bien sûr, inadapté. Les lésions méniscales sont particulièrement répandues, surtout chez les sportifs pratiquant les disciplines impliquant donc le pivot et le contact, et ils présentent un risque significatif d'évolution rapide vers l'arthrose. Donc la préservation méniscale est la règle, avec la disposition de techniques de suture biologique qui va viser à optimiser la récupération et limiter les séquelles à long terme. Ça fait partie des avancées récentes au niveau de la chirurgie donc, méniscale. L'arthrose du genou, comme on l'a dit au début, déjà le risque il est naturellement plus élevé chez la femme que l'homme. Si on ajoute les contraintes mécaniques du sport de haut niveau, donc vraiment il faut prendre des mesures préventives pour les sportifs, notamment vétérantes ou en fin de carrière, pour essayer un petit peu de prévenir la survenue d'arthrose et un petit peu de garantir un genou sain le plus longtemps possible. Alors, prévention, innovation, rééducation, stratégie, il est un petit peu crucial d'avoir sur le plan primaire d'adopter des programmes de rééducation neuromusculaire, comme je l'ai dit, le FIFA 11, etc. Ces programmes comportent des exercices ciblés de saut, de pliométrie, de gainage et de proprioception essentiels pour renforcer la stabilité articulaire et le contrôle moteur. Le programme FIFA 11+, est un modèle de prévention très efficace. Ça permet de réduire l'incidence des blessures de 30 à 50% chez les footballeurs. Et il est particulièrement adapté aux équipes féminines. Donc vraiment, c'est un outil qui est très très pertinent et on doit l'utiliser et le vulgariser chez les sportifs et les équipes notamment féminines. La technologie ou les technologies innovantes au service de la rééducation, il y a la vidéo-analyse du mouvement qui est connue. Ça permet un petit peu de détecter les anomalies de gestes sportifs et de mouvements. Les capteurs inertiels et les plateformes de force sont très très importants. Ça permet une analyse dynamique, plus objective, avec des mesures angulaires qui vont servir pour rectifier et corriger les gestes. Et puis la réalité virtuelle et le biofeedback qui est également très très important dans tout ce qui est prévention, surtout prévention des survenues ou de récidives de lésions. La prévention secondaire, adapter à la rééducation appelée blessure, donc protocole de rééducation individualisé, donc on se retrouve dans la même notion. En médecine, il y a la médecine individualisée, chez le sportif, la rééducation individualisée. Ça va dépendre du profil musculaire et de la dimension hormonale de la patient. Alors, il faut maintenir les acquis, éviter les rechutes. Donc, maintenir les exercices de prévention intégrés à l'entraînement de manière continue, bien positionner ces exercices-là, par exemple en fin de la séance d'entraînement, là où le système neuromusculaire se trouve fatigué, là on a le plus de gains sur le plan préventif parce que ça reproduit un petit peu la fatigue au cours de la compétition, le moment propice pour la survenue de lésions du ligament croisé antérieur par exemple et des ligaments péri-rotuliens. L'objectif, c'est d'éviter les rechutes et de prévenir les arthroses secondaires. Alors, les messages clés, la prévention doit reposer sur un suivi longitudinal, rigoureux, ça va en assurant la continuité des soins et l'ajustement des programmes. Il faut une rééducation spécifique, adaptée aux besoins et spécifique à la pathologie et à l'individu, la femme sportive. Ça dépend de son sport et de son profil.
et l'intégration des exercices préventifs dans le routine de l'entraînement et de vie quotidienne. Les approches chirurgicales, bon, ça ne diffère pas énormément par rapport au sujet masculin, mais le greffon adapté, c'est très très important. La rééducation post-opératoire, notamment renforcement des disques jambiers et fessiers. Le gainage, c'est très très important. Préparer le retour au sport et faire attention à la symétrie entre les deux membres inférieurs, ne pas dépasser une asymétrie de force de 10%. Voilà, le PRP, le plasma riche en plaquettes et cellules souches constituent donc des perspectives prometteuses dans le traitement des lésions, notamment méniscales et cartilagineuses. Il faut combiner plusieurs stratégies ou plusieurs moyens thérapeutiques dans un objectif global d'amélioration de la cicatrisation et d'accélération de la récupération, prévention de l'évolution vers l'arthrose. L'impact du sexe sur le résultat postlésionnel, bon, la rupture serait plus importante chez la femme, avec un retour au sport qui est un peu plus lent, donc ce qui nécessite un suivi individualisé spécifique à la femme. Bon, l'approche personnalisée, bien sûr, à la femme, tenant compte des particularités biomécaniques, hormonales et obligatoires. Le retour au sport, donc la force musculaire et l'absence d'asymétrie, les tests fonctionnels et surtout le côté psychologique, la peur de blessure. Le risque spécifique, c'est les récidives, risque contralatéral. Le retour prématuré, comme pour les garçons, reste l'élément crucial. Et puis, le suivi multidisciplinaire, médecin du sport, psychologue du sport, kinésithérapeute, préparateur physique, ça va de soi comme chez les garçons, est obligé. Et la prévention tertiaire, c'est des exercices musculaires et un suivi régulier. Et on va terminer par dire qu'il y a des spécificités féminines, anatomiques, hormonales, neuromusculaires, qui sont cruciales. Et le médecin du sport doit tenir compte de ces spécificités-là. Le ligament croisé antérieur, le syndrome fémopatellaire et les tendinopathies seraient plus fréquentes chez la femme. Et puis sur le plan nouveauté, il y a surtout tout ce qui est programme de prévention ciblé qui est très très important à considérer. Les perspectives, c'est de développer une médecine de sport personnalisée et adaptée au sexe, adaptée à la femme et à son type de sport. Et il y a une demande cruciale concernant la recherche sur l'impact des hormones et les protocoles spécifiques et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'analyse du mouvement et la prévention des lésions chez la femme au niveau de son genou. Voilà, merci. Merci, professeur Jallet, pour cette présentation très complète. Et on va laisser la